bienvenue à tous après une longue absence dans le 16e épisode de Radio Thermopyle. Donc moi c'est Dagon et avec moi aujourd'hui on a Anya. Bonjour à tous. Et Darius. Salut. Voilà, donc justement à propos de cette absence, on voulait vous dire qu'on a pris une décision concernant le podcast. C'était en fait de changer le format, justement pour être plus réaliste dans le rythme de production et changer un petit peu l'angle. Donc la décision qui a été prise, c'est qu'à partir de l'épisode prochain, on va passer à un rythme de diffusion qui va être mensuel, parce qu'en fait l'hebdomadaire, on a des emplois du temps trop différents, donc on n'arrive pas à le tenir. Et donc on va passer à un format mensuel, des épisodes plus longs. Par contre, on va plus choisir de faire des épisodes simplement d'actualité ou thématiques comme on faisait jusqu'à présent. Et le but en fait, ce sera de faire plutôt des discussions, un peu comme des discussions qui partiront d'ouvrages ou d'articles, et qui ensuite s'élargiront sur les thématiques en question. Donc par exemple, on a prévu de vous faire un des épisodes qui sera sur le camp des saints. Donc on parlera du camp des saints, puis des thématiques qui y sont attachées. Et le but en fait, c'est de vulgariser de la connaissance pour une génération qui lit de moins en moins, sans pour autant faire simplement de l'actualité ou des choses comme ça, et en se basant sur un truc un peu solide comme un bouquin ou quelque chose. Comme ça on a une base un peu solide. Donc les intervenants seront sensiblement les mêmes, hein. Et voilà, donc a priori l'épisode 16, donc celui d'aujourd'hui, ce sera le dernier dans ce format là, et on fera le prochain donc dans le courant janvier je pense, et à partir de là on essaiera de faire un épisode par mois, et avec à chaque fois un bouquin ou un truc comme ça. Et ce sera 2 ou 3 personnes par épisode pour que chacun ait le temps de parler aussi, parce qu'il y aura plus de fond du coup. Donc voilà. Après, en ce qui concerne notre projet, donc comme vous le savez, on a lancé notre magazine, donc le numéro est bien sorti, donc avant-poste, hein, le premier numéro était bien sorti en septembre. Donc là on a à peu près fini de l'écouler. On est en train de travailler sur le numéro 2, qui devrait sortir courant janvier normalement, fin janvier, début février par là. Le thème, on peut vous le révéler un peu en exclusivité. Donc ce sera en fait une sorte de numéro thématique sur les héros ou les personnages de référence qui sont trop souvent oubliés un peu dans notre panthéon, dans nos mythologies. C'est-à-dire qu'on a un peu toujours les mêmes... Ils sont sous-cotés. Voilà, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un peu toujours les mêmes personnages qui ressortent, quoi. Donc c'est Jeanne d'Arc, Napoléon, etc. Il y a aussi Léonidas. Oui, Léonidas. Clovis. Charles Martel. Voilà, Gérard Butler. Voilà, donc Léonidas, Jacques Chirac. Et du coup, le but, c'était d'en sortir un petit peu et de proposer des choses un peu plus hétérodoxes pour vous inspirer. Donc, bien évidemment, le jour où il sera diffusé, on en parlera. On est en train de rédiger les articles, et puis après, il y a tout le processus de fabrication. Donc voilà. Alors, le sujet du jour, on voulait parler d'un personnage qui est aujourd'hui quand même de première importance dans notre pays. Il s'agit d'Éric Zemmour. Parce que à la base en fait on voulait vous faire un épisode sur la convention de la droite, et puis après on a décalé la sortie, on s'est dit que c'était plus trop thématique, et puis en fait on s'est rendu compte que Zemmour en fait depuis son discours dans la convention de la droite n'arrêtait pas d'être de façon quasiment perpétuelle aux infos, quoi. C'est-à-dire qu'il a eu son discours, il y a eu ses condamnations, le fait qu'il ait perdu sa chronique sur RTL, après il a eu son émission sur voilà, donc Face à l'info, qui est diffusée tous les jours. Donc c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'importance, et on en parle sans cesse sur les réseaux sociaux pour ses phrases, pour ses thématiques, etc. Et donc on s'était dit, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de faire un point sur Éric Zemmour, ce qu'on peut en dire, parce qu'il a quand même eu un parcours qui commence à faire maintenant, et donc voilà, de discuter de ce sujet-là, parce que c'est comme un personnage important, et qui malgré tout, moi c'est mon opinion, mais alors qu'il devrait faire à peu près consensus chez nous, chez les gens qui sont, on va dire, aux idées identitaires, pourtant c'est quelqu'un qui rencontre des résistances, etc. Donc le but ce serait un peu de faire le point sur tout ça, quoi. Donc pour commencer, question très simple à mes chers amis du panel, quand est-ce que vous avez commencé un petit peu à suivre ce que faisait Éric Zemmour, à peu près? Est-ce qu'il y avait un moment en particulier ou pas? Moi, non. Moi, c'est en fait, on m'avait offert Mélancolie française. Donc c'était il y a une dizaine d'années. Mélancolie française, je crois même que c'est 2007. Hein, oui, il était déjà publié à ce moment-là, on me l'avait offert. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, donc oui, à peu près une bonne dizaine d'années. Hein. Ouais. Et toi, Anya? Moi, tout simplement, c'était souvent parce qu'il passait à la télé que mes parents regardaient pas mal et étaient intéressés par son discours. Et puis, on était allé à une de ses conférences. Il était intervenu à Toulouse et nous y étions rendus. Donc, c'est là où
j'ai vraiment prêté attention à ce qu'il disait, quoi. Voilà. Oui, parce que alors moi c'était un peu à cheval entre les deux, parce que je l'avais vite fait entendu parler à la télé, mais je m'étais pas trop intéressé en profondeur. Et en fait, après, j'avais acheté Mélancolie française en poche pour me faire une idée. Et puis après, j'ai commencé à le suivre parce que c'était l'époque où il commençait à intervenir à On n'est pas couché, parce que c'est ça qui a vraiment lancé sa carrière finalement. C'est vrai qu'il était déjà journaliste, il avait déjà écrit des livres, donc il avait fait un bouquin de biographie sur Jacques Chirac. Il avait fait son bouquin contre le féminisme qui s'appelait Le Premier Sexe. Mais en fait, ce qu'il a vraiment lancé, c'est quand il est devenu chroniqueur à On n'est pas couché. Donc le prime time avec Laurent Ruquier, donc avec le fameux duo Éric Nolot. Même si au début on l'a oublié, il a commencé avec Michel Polac, avant que Polac ne meure. Et en fait c'est là que dès le début il s'est fait remarquer en fait. C'est-à-dire contre par exemple Isabelle Alonso, contre beaucoup de personnages du monde un peu mondain culture d'ailleurs, où ils se moquaient un peu du fait que ces gens-là étaient aveugles à leur propre biais idéologique. Et je pense que ça a pas mal marqué de monde quand même. Et ça a duré quoi je crois que ça a duré 5 ans sa présence à On n'est pas couché. Après il y a eu son émission Zemmour et Nolot qui continue. Et là il a son émission Face à l'info. Puis entre temps évidemment les bouquins qu'il a sortis qui ont été des best-sellers. Tous depuis Mélancolie française en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, il est toujours au top des ventes. Oui. Ouais, ça marche très très bien. Même si bon voilà, il a eu des condamnations par la justice, il a perdu plusieurs de ses boulots, il y a eu des voilà. Ouais, et là c'est 44 marques différentes qui retirent leur publicité pendant le créneau horaire où il intervient dans voilà. news, quoi. Oui, donc c'est Sleeping Giants qui est un collectif associatif donc qui est inspiré de l'assaut américaine, à la base c'est un truc américain. Et en fait le but, ce qu'ils font, c'est harceler les annonceurs publicitaires qui passent des publicités sur la tranche horaire de leurs adversaires politiques. Comme ça assèche les réserves économiques, quoi. Je pense qu'il y a aussi un effet d'intimidation, parce qu'on se dit tous les mecs ont lâché, moi je vais pas tenir, je vais être le seul à pas lâcher, les gens vont penser que je suis un facho, enfin toutes ces conneries. Donc il y a aussi l'effet intimidation. Mais oui, tout à fait. Et par exemple, alors est-ce que Zemmour, tout bêtement comme question, mais est-ce qu'il a participé pour vous à vous former vos idées politiques, ou est-ce que vous étiez déjà plus ou moins structuré politiquement avant d'écouter ou de suivre ce qu'il faisait ? Bah moi pas mal. Je trouve que... Bon après j'avais toujours eu un peu avec l'éducation, etc. ces idées-là, mais c'est vrai que tout son argumentaire est très, très construit et très précis, et donc c'est vrai que moi personnellement ça m'a pas mal aidé. Ouais. Mais par exemple sur des idées précises ou... Parce qu'on sait qu'en fait Zemmour appartient à une tradition française politique particulière, c'est le gaulo-bonapartisme. Donc c'est la centralisation jacobine de droite, en gros, ce truc-là. L'état fort, l'assimilation, ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'il a parlé d'un peu tous les sujets. Enfin, je me souviens personnellement que quand il passait On n'est pas couché, c'était un peu lui qui avait vulgarisé l'idée de lier l'immigration avec la question sociale, avec l'idée que c'était une arme pour faire baisser les salaires, détruire les syndicats. Je me souviens que c'est lui qui a vraiment donné ça comme idée en prime time, quoi. Il y a d'autres gens évidemment qui en ont parlé avant, mais c'était souvent l'angle qu'il prenait. Et moi je me souviens que ça m'avait pas mal marqué, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui défendait des idées qui à l'époque n'étaient pas du tout les miennes, mais selon un angle qui justement pouvait séduire les gens qui n'étaient pas de son milieu en fait. C'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il disait pas... il avait vraiment un truc du style, oui, contre l'immigration excessive, parce que ça fait des tensions communautaires, parce qu'on peut pas les assimiler, parce que ça détruit les salaires, parce que etc. etc. Et du coup il avait des positions finalement qui paraissaient hétérodoxes, quoi. On se disait pas c'est le nervi de Le Pen, quoi, clairement. Et pour moi je sais que ça m'a assez influencé, ça m'a permis de faire une passerelle avec les idées que j'ai aujourd'hui. Dans mon cas je sais que c'est ça, quoi. Moi c'était pareil plutôt avec l'immigration et l'islam surtout. Je me souviens d'un entretien qu'il avait eu avec un journaliste où il expliquait en quoi l'islam était vraiment incompatible avec l'Europe. Et c'est vrai que oui, ça m'avait semblé d'une vérité à toute épreuve, quoi. Ouais. Bon, j'ai l'impression aussi qu'il y a un effet, c'est qu'il disait peut-être aussi tout bêtement, tout haut, ce que beaucoup de gens n'osaient pas encore penser tout bas, notamment dans son discours face à Tariq Ramadan, parce qu'il a eu en débat une fois à Zemmour et Nolot, mais une fois bien avant à On n'est pas couché. Et c'était vraiment la confrontation de deux choses, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte à cette époque-là qu'on pouvait tenir un discours critique sur l'immigration et l'islam sans être un abruti. C'était il y a longtemps. Oui. Hein. C'était contre Tariq Ramadan, je crois que c'est 2008-2009. Ouais, à cette époque, parler d'immigration et d'islam, c'était pas forcément quelque chose d'évident. Disons que c'était un peu dans le sillage, parce que c'était pendant la présidence Sarkozy. Oui. Donc Sarkozy avait beaucoup mobilisé ces thèmes-là sur sa campagne de 2007, qu'il avait immédiatement trahi évidemment, mais il avait mobilisé toutes ces thématiques-là. Et du coup, je pense que beaucoup de gens ont été contents de voir que ces idées-là avaient toujours un messager, un porte-voix, talentueux en plus.
Ce qui était d'autant plus inattendu que Zemmour n'est pas du tout un homme de télé à la base. C'est un homme de l'écrit, journaliste au Figaro, journaliste politique depuis très longtemps. Et en fait, on lui a donné cette chronique-là. À mon avis d'ailleurs, parce que il s'était déjà fait un petit peu remarquer à l'époque de la sortie du Premier Sexe, où il était passé chez Ardisson, face à Clémentine Autain, déjà, qui était toujours aussi givré, évidemment, c'est pas allé en s'arrangeant. Oui, où il lui avait dit Monsieur Zemmour s'inscrit en plein dans cette vague néo-réac. Et lui il fait pourquoi néo? J'ai fait oui, c'est vrai, complètement réac. Il fait ah oui. Donc il était content, c'est assez rigolo. Mais voilà, donc c'est quelqu'un quand même qui a eu une production depuis. Donc ses 2 derniers gros bouquins, Un destin français, une histoire de France à sa sauce, Le suicide français qui a énormément bien marché, avec toutes les polémiques qu'on sait sur à peu près tous les sujets du bouquin. Donc maintenant c'est quelqu'un d'appuyé, quoi. Et je voulais parler donc d'un point en particulier, vous me direz ce que vous en pensez. C'est que contrairement à d'autres, on va dire, écrivains, personnalités publiques, c'est quelqu'un qui est devenu, qui s'est radicalisé avec l'âge. Je suis d'accord, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si on se souvient bien, au tout début de sa carrière médiatique, c'est quelqu'un qui défendait en gros une sorte d'assimilation type 3ème République. C'est-à-dire qu'en gros, les immigrés, ils arrivent, ils gardent leur religion chez eux, ils prennent un prénom français, 2 ancêtres les Gaulois, et puis c'est parti, quoi. Après, c'est ce qui est dit dans Mélancolie française. Oui, tout à fait. Oui, après, plus récemment, il a dit que la 3ème République pratiquait la remigration. Oui, alors maintenant, c'est depuis, il se base en fait sur le bouquin de Pierre Milza sur l'immigration italienne en France, qui dit qu'en gros, il y en a 3 millions qui sont arrivés, 1 million qui sont repartis en Italie, 1 million qui sont allés autre part, 1 million qui sont restés en France. Et donc lui, il dit, la République pratiquait, je crois pas qu'il utilise ce terme-là, mais il dit, la République, avant, elle faisait partir les immigrés, quoi. Ouais. Mais je me souviens très nettement qu'à l'époque, il repoussait absolument quand même le discours ethnoculturel. Enfin, c'était vraiment l'assimilation et tout ça. Donc, il a quand même changé là-dessus, quoi. Et je pense qu'avec la situation empirant, il s'est rendu compte du fait que c'était... C'est vrai que, j'ai envie de dire, on peut pas lui en vouloir non plus d'avoir été plus mais c'est pas du tout un reproche. Hein. Oui, non. C'est, au contraire, c'est l'idée que contrairement à d'autres, il a su comprendre que les enjeux ont évolué. Et du coup, il s'est adapté et il a assumé en plus. Avec les attentats différents. Parce que maintenant, il dit, il y a une civilisation européenne, ce qui pour un jacobin comme lui, je pense, est un peu difficile à admettre. Il revient de loin. Oui, il revient de loin. Pareil, le fait de dire ces gens-là, il faut qu'ils partent. Les djihadistes, ils n'ont pas retourné, ils ont qu'à rester là-bas. L'urgence aujourd'hui, elle est identitaire, elle est plus sociale ou économique. Enfin, des choses qu'il n'aurait pas dites il y a 10 ans, quoi. Mais sans pour autant. Enfin, moi, un truc qui m'énerve quand on parle de Zemmour, c'est que les gens disent oui, mais il pense pas vraiment ce qu'il dit, il provoque pour vendre des bouquins. Non. Et c'est vraiment énervant parce que quand même ça lui coûte un peu cher parce qu'il y a des gens qui vendent d'autres bouquins en étant beaucoup plus consensuels, donc en soi on voit pas pourquoi il utiliserait cette stratégie là. Et puis c'est surtout une manière de dire que personne ne peut vraiment avoir ces idées là, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on peut pas sincèrement avoir ces idées parce que c'est trop maléfique, c'est trop méchant, donc on se console en se disant non quand même ou alors que c'est un peu comment dire, que son but à lui, c'est d'incarner cette voix-là à l'écran pour que du coup le reste des Français se disent mais du coup c'est bon, je suis plutôt représenté dans l'opinion générale, et donc ils ne font rien. Et du coup c'est une stratégie des médias. Oui, voilà. C'est des échecs en 4 dimensions, quoi. C'est un peu compliqué. Oui, Zemmour est un vendu. Oui, c'est l'épouvantail, le journaliste. C'est un journalope. Oui, voilà. Alors ça nous ramène sur la puissance politique centrale de notre temps, qui est l'UPR. Et François Asselineau, son grand gourou, son grand moufti, qui aime beaucoup à dire que les gens comme Zemmour ou le Rassemblement National, c'est des épouvantails du système. Voilà, c'est ça exactement, oui. Et qu'en fait, pendant qu'on stigmatise ces pauvres musulmans, et en fait on parle pas de l'article 37,8 qui empêche d'augmenter, qui empêche de nationaliser France Télécom pour enfin réduire le prix des forfaits portables. Voilà, revenir au franc, la France-Afrique. C'est ça. Qui nous empêche d'adosser le CFA à l'euro et de faire une grande république métissée. Dans l'amour du général de Gaulle, évidemment. Du général de Gaulle. De la SNCF. Oui. Voilà, c'est très important. Voilà. Mais oui, on sait que c'est quelqu'un qui attise pas mal les passions. C'est devenu un peu l'incarnation de ces idées-là. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'en 2012, je crois, c'est Youssoupha, le rappeur, qui a fait une chanson contre Éric Zemmour en disant je donnerai un billet à celui qui fera taire Éric Zemmour. La justice avait dit que non, ça allait.
c'est en cas de liberté d'expression, qu'en fait c'était je donnerai un billet à celui qui le fera taire par la force des arguments. Voilà, la virtuosité, la virtuosité du logos. Non mais c'est pas grave, non mais c'est comme Marine Le Pen. Oui. Bon, mais visiblement c'est comme le fait qu'elle soit du caca, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur qui on peut dire des trucs. Vous, Marine. Oui. Donc on se souvient notamment au palmarès de Z qu'il avait fait la sortie qui avait été hyper remarquée à l'époque chez Ardisson, où il y avait Éric et Ramsey, donc qui est les grands philosophes français qui se plaignaient de se faire contrôler 17 fois par jour dans les cités. Et il avait dit, mais peut-être que si vous faites contrôler 17 fois par jour, c'est que vous commettez 17 fois plus de crimes, je sais pas quoi. La majorité des trafiquants sont noirs et arabes. Oui. Et il s'était fait condamner pour ça. Oui, et le même jour, sur je sais plus quelle émission, il avait dit oui, mais il faudrait. On a le droit de discriminer à l'embauche, la discrimination, c'est l'usage du choix, etc. Donc déjà à l'époque, il avait commencé à se muscler un peu. Et puis il avait dit la majorité des taulards sont musulmans. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais il avait ouvert la voie à pas mal de sujets. Non, mais c'est vrai, parce que. Déjà à l'époque, ouais. Parce que, à part lui, il y a qui en fait ? Parce qu'on dit toujours, quand on écoute les journalistes de gauche, c'est oui, il y aura une grande offensive des néo-réacs, des machins, des trucs. On a un petit gars d'1m55, il est tout seul. Notre régiment se compose d'un type d'1m55 qui pèse 35 kg et qui a 60 ans, quoi. Oui, voilà. Mais apparemment, ça suffit pour faire trembler. Il fait le café, tout voilà. ça. Oui, parce que oui, non, mais c'est un peu délirant parce qu'en soi, il y a que lui. C'est-à-dire que, admettons, demain, Zemmour meurt d'une crise cardiaque. En tout cas, qu'à sa notoriété, non, il n'y a personne d'autre. Oui, il y en a, mais. Comment dire qu'il y a aussi une telle influence, parce que c'est vrai que ce qu'il dit, j'ai envie de dire, bon, c'est très clivant, etc. Mais la plupart des gens de droite, je veux dire, qui ont nos idées, ils se reconnaissent quand même beaucoup dans ce discours-là. Alors ils disent oui, c'est quand même un peu radical, etc. Mais j'ai quand même l'impression, il passe bien dans le milieu de la droite, quoi. Bah, c'est quelqu'un qui, à mon avis, pouvait se permettre d'être un peu radical dans ses positions à une époque qu'il ne permettait pas. Parce que déjà c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas accuser d'être un crypto-nazi ou je sais pas quoi. Il dit déjà parce qu'il est juif. Bah c'est vrai, il est juif d'Algérie, forcément, on pourra pas lui dire vous êtes nazi, c'est un peu dur, ça marche pas trop, quoi. Pareil, même s'il y en a qui le disent quand même. Hein. Voilà, oui, il y en a qui mais quand ils le disent ça marche pas, donc en fait non. voilà. Pareil, on peut pas lui dire mais vous êtes un catho tradi intégriste. Non, il est né à Montreuil, je crois. Oui, et puis même, il est juif pratiquant, il me semble, bon, même s'il en parle jamais. Non. Bon, c'est pas. Alors on sait qu'il défend la chrétienté en France et tout ça, de façon sincère et tout ça, mais il se place pas sur un terrain théologique, donc on peut pas lui faire vraiment cette critique-là. Et puis en fait, il faut bien s'en rendre compte, c'est quelqu'un qui en fait a l'air fondamentalement agréable, quoi. C'est-à-dire qu'il fait pas partie des mecs quand ils débattent qui sont à postillonner partout, à gueuler comme des animaux, etc. Comment il s'appelait, qui avait les cheveux longs là, Caron. Oui, tout à fait. L'ignoble Aymeric Caron, oui. Ah oui. Qui, on voyait la veine du front qui était sur le point de péter à chaque débat, c'était un peu triste. C'était infernal, il est complètement pédant. Alors que Zemmour est toujours très marrant, c'est-à-dire qu'il est sérieux dans ses idées, mais toujours très poli, puis il sourit, il fait des petites blagues. À la fin, il fait une petite phrase. Toujours un petit air narquois qui est assez amusant, je trouve. Oui, c'est assez amusant, oui. C'est très drôle. Et du coup, je pense que son caractère lui a permis aussi d'avancer sur ces sujets-là. Parce que faut quand même admettre une réalité, c'est que Zemmour, depuis qu'il est le personnage qu'il est, c'est le seul qui descend de façon systématique dans l'arène médiatique défendre les Français de souche, quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est jamais au nom d'idées à la con, type ah mais c'est moi le véritable antiraciste, enfin ces trucs un peu nazes où on sait pas trop à quoi ça sert, ou enfin, il assume, quoi. Oui, c'est normal que les Français de souche se sentent chez eux, qu'ils aient le droit de dire non à l'immigration, que leur culture soit supérieure à celle des autres chez eux. Enfin, c'est vrai que c'est quand même, ça passerait peut-être moins parce que, venant de quelqu'un qui est vraiment français de souche, etc. Je pense qu'aussi ce qui lui permet de s'exprimer comme ça, c'est le fait qu'il est juif, etc. Juif d'Algérie, tout à fait. En fait, sa famille est devenue française par le décret Crémieux, donc c'est 70, je crois, 1870. Et du coup, ils arrivent dans la capitale, et puis voilà. Et il a fait partie, et il en a parlé d'ailleurs, de cette génération, en gros, des Juifs d'Afrique du Nord, qui étaient extrêmement patriotes, à tel point que certains iront dans les rangs de l'OAS. C'est vrai. Donc c'est aussi une parenthèse historique qui n'est pas très connue, même si c'est pas le cas de Zemmour, puisque lui était très gaulliste, c'est des particularités, même si d'ailleurs on voit qu'il change un peu des fois, c'est-à-dire qu'il était toujours à citer De Gaulle à tout bout de champ, bon ça il le fait un peu toujours, hein.
Mais c'est une référence qui marche bien en général aussi. Je pense que c'est sincère chez lui aussi, parce qu'il y a vraiment l'idée que De Gaulle c'est le dernier grand personnage de l'histoire de France et qu'il incarne une vision qui est celle de Zemmour aussi. Mais on voit qu'il y a eu un changement, c'est-à-dire que par exemple dans son bouquin C'était le suicide français, c'est là qu'il a dit ce qui lui a valu beaucoup de problèmes. Ce chapitre c'est sur la mort du général de Gaulle. Alors il commence par là, et il parle aussi du fait que sous Vichy, le gouvernement de Pétain a sauvé en gros une partie des juifs français en sacrifiant les juifs étrangers. Ce qui est typiquement quelque chose qu'un gaulliste n'aurait pas dit. Parce que les gaullistes ne se situent pas sur ce terrain-là. Donc on voit qu'il était gaulliste, mais qu'il faisait parfois des écarts un peu à cette appartenance. Et pareil, quand il disait... on sentait qu'il y avait un peu... Ce truc-là, pareil, il y avait eu un débat à l'époque, quelqu'un parlait de l'OAS sur un plateau de télé, il était là, je crois que c'était pour Zemmour et Nolo, et quelqu'un disait, quelqu'un qui disait oui mais l'OAS c'était infâme et tout ça. C'est les terroristes. Voilà, et lui disait mais vous n'êtes pas le droit, vous n'avez pas de droite, vous n'avez pas le droit d'en parler parce que c'est une histoire interne à la droite sur des questions sur ce que c'est que l'honneur, ce que c'est que la France, etc. C'est un débat qui devrait être mené entre les gaullistes et les anti-gaullistes, mais les gens qui sont pas de droite n'auraient pas le droit d'y prendre part en fait. Parce que c'est une querelle intestine. Oui, non mais c'est vrai en fait. Et c'est une querelle qui a toujours pas été réglée. Ouais, il reste toujours comme une blessure pour pas mal de Français quand même. Même si médiatiquement, c'est évident que le général a gagné. Alors en soi, il a fait d'excellentes choses, c'est pas ça, il s'agit pas de... Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de bilan du gaullisme sur la question de l'immigration d'Algérie qui mériterait aussi d'être critiqué de façon raisonnable aussi, parce que voilà, on paye aussi le travail bâclé sur l'indépendance algérienne, quoi. On le paye encore aujourd'hui en 2019 à chaque match à la CAN, au Coupe du Monde, dès qu'il y a un match de l'Algérie. Oui, typiquement. Donc voilà. Mais ça montre aussi qu'encore une fois sur cette question-là, Zemmour n'est pas non plus bloqué dans des réflexes de notre temps, ce qui est toujours une très bonne chose, quoi. Après, alors. Donc toujours. Plus récemment, pour ses propos par rapport à l'Algérie, c'est le CSA qui a mis en demeure Éric Zemmour pour ses propos sur. Il y a eu une polémique pourrie là, parce que soi-disant il aurait justifié le. Ah oui. Donc dans Face à l'info, donc je sais plus face à qui. Je crois que c'était à Odon Valley, il me semble, je suis pas sûr. Et Menucci, et il dit en gros, il y avait le général Bugeaud qui est arrivé en Algérie, il massacre les musulmans et même certains juifs. Et Zemmour dit quand on est français, quelle que soit son histoire, on est du côté du général Bugeaud, c'est mon cas. Et du coup, ça a été pris comme un éloge du génocide, ce qui est complètement stupide, mais c'est pas du tout ça. C'est Bugeaud, c'était par rapport à l'affaire juste après la Seconde Guerre mondiale ou Non, c'était avant. D'accord. C'était avant. Mais c'est ça, en gros, il disait oui, c'est le général en gros qui a participé à l'aventure de l'Algérie française au début, enfin de la construction de l'Algérie française. Ah d'accord, oui. Et il disait oui, le type arrive, effectivement il a massacré des musulmans et puis certains juifs, mais même en tant que juif d'Afrique du Nord, je suis quand même de son côté parce que c'est la France. Et en gros il disait ça pour illustrer la phrase de Bonaparte, c'était quoi de Clovis à la commune, de Clovis à Robespierre, j'assume tout, quoi. J'assume tout, c'est ça. Et en gros Zemmour disait si on disait cette phrase aujourd'hui, il faudrait inclure ça, et c'est mon cas, quoi. Et il avait été condamné pour ça. Mais il a eu plein de condamnations pour des phrases complètement débiles. Quand il dit la majorité des trafiquants sont noirs et arabes, c'est vrai. Oui, c'est tellement évident, c'est idiot, quoi. C'est-à-dire que nous on est à Toulouse, donc on peut aisément en parler. Même pendant les heures de cours à la fac du Mirail, moi quand j'y étais, à côté de l'endroit où on vendait des sandwichs pour les FDP en licence de sociaux, il y avait des types en pochon, chaussettes sur les jogging, qui faisaient du deal, quoi. Il s'appelait pas Jean Armand. Voilà. Non, mais c'est. Il savait que Clitorine avait besoin de son shit. Bah oui, bien sûr, tout à fait. Mais et puis Jean Timéo aussi. Oui. Mais typiquement pareil, c'est ça, les gars qui foutent la merde à la gare du Nord, on sait bien d'où ils viennent. C'est vraiment de la pudibonderie, c'est débile. Non seulement c'est vrai, mais en plus c'est même pas une insulte. C'est pas comme s'il avait utilisé un terme, je sais pas quoi. Il a fait un constat, oui, la majorité des trafiquants sont noirs et arabes, c'est un fait. Bah oui, c'est... Oui, comme le fait que quand on parle de racaille, on a un profil type qui vient dans l'esprit, qu'on soit de gauche, de droite, on sait très bien qu'est-ce qu'on... Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que la gauche n'aime pas ce terme, parce qu'ils savent pertinemment que même dans leur cerveau, à eux, ça génère une image qu'ils n'arrivent pas à contrôler, parce que quand même, quoi. Ouais. Mais voilà, il a eu donc il a eu plusieurs condamnations. Il avait dit, c'est devenu un habitué de la 17e chambre qui s'occupe des affaires de presse en France. Oui, ce qui est vrai, c'est pas le seul. Oui, c'est vrai, mais, tout à fait. Mais voilà. Alors, sur l'actualité que je voulais te dire, là il a clashé LR récemment.
Par rapport à l'exclusion par rapport à Tegner, Tegner est-ce qu'il est en phase d'exclusion des Républicains parce qu'il prône l'union des droites? Oui. Ça qu'on n'aime pas. Tegner en tout cas fait ce geste qui est assez courageux, surtout quand on vient des Républicains. Oui. Et il critique ça et il dit là, qu'est-ce qu'il a dit de la part des Républicains? De toute façon, c'est qu'un parti de retraités de la Côte d'Azur. Oui, alors voilà, ça c'est. Je crois que c'est Christian Jacob maintenant qui est de nouveau à la tête des Républicains. C'est ça. Qu'avec lui, c'est le retour du chiracisme, le frein vers l'union des droites, la mise au banc du Rassemblement national, et que de toute façon, les cadres des Républicains ne sont pris qu'à une chose, c'est de rejoindre la République en marche. Oui. Voilà. Ce qui est intégralement vrai. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que Zemmour en fait je pense que son idiosyncrasie, enfin le truc qu'il définit, c'était le passage du RPR à l'UMP. Oui. Et avant ça, le débat à l'époque de Maastricht en 92, où en fait il y avait une partie du RPR qui était représentée par avec le Front National. Avec des gens comme Séguin et Pasqua, qui étaient des saloperies d'ailleurs. Pasqua c'était une ordure, mais voilà. Des gens qui politiquement s'étaient dit on va perdre les classes populaires au Front National si on fait pas un virage vers la droite, on va dire à l'époque qui aurait été considéré comme plutôt souverainiste, identitaire aussi quelque part sur l'immigration. Et en fait, c'est quelqu'un qui a toujours considéré que ce virage-là n'a pas été pris, que c'était la grande erreur du parti de droite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Zemmour, alors que pour l'instant c'était. 25 ans plus tard, on est toujours là. Voilà, c'est-à-dire que Zemmour dit à chaque fois que ça a été l'erreur historique de la droite, elle est en train de crever parce qu'elle a fait ce choix-là. Et lui appelle clairement à l'union des droites en disant après tout, Mitterrand a fait l'union avec les communistes, il a gouverné pendant 14 ans, il a changé le pays durablement. Nous, il faut qu'on fasse pareil de notre côté. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas affilié à RN ou quoi que ce soit. Ah non, il n'est pas de toute façon, c'est pas un politicien. Non, bien sûr. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui pourraient dire oui, moi je vote RN ou je sais pas quoi. Lui ne le dit pas en fait. Non. C'est-à-dire qu'il dit jamais pour qui il vote. Bon, chacun fait son idée, mais pour moi c'est pas évident qu'il vote RN non plus. Je suis pas sûr. C'est vrai. Mais typiquement, c'est quelqu'un qui dit il faut arrêter cette espèce de pudibonderie, quoi, de timidité un peu idiote. Il faut arrêter la stigmatisation débile, la diabolisation. Il faut faire une alliance entre la droite classique, enfin la frange populiste du parti de droite et le Rassemblement national, etc. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il critique pas mal le RN, parce qu'il le critique pas de la façon habituelle en disant c'est des méchants, c'est des racistes. Oui. La critique qu'il fait du RN, c'est que c'est des pieds nickelés en fait. Ah oui, c'est parce que c'est des imbéciles. Parce que voilà, Marine Le Pen n'a pas les épaules pour assumer le destin qui est le sien de faire le parti qui va reconstruire un peu le pays. Qu'actuellement, ils ne font rien. Oui, ils foutent rien. Enfin, ils ne foutent rien, et non seulement, et puis bon... ils foutent rien en prenant la place. Eux sont toujours dans ce délire comment dire, d'arriver vraiment, tu sais, c'est un peu la dédiabolisation, mais cette fois-ci à outrance. C'est-à-dire que maintenant, ils font un peu comme les Républicains, ceux qui sont trop radicaux, mais radicaux, on va dire, plutôt sur une frange identitaire, ils essaient de les virer. Oui, c'est-à-dire que, en fait, on ne sait plus trop à quoi sert ce parti, si c'est pour simplement répéter la même chose du style, oui, l'islam est tout à fait compatible avec la République. Enfin, on a l'impression que le RN est toujours bloqué dans les années 80, en fait. Sauf que dans les années 80, ils étaient plus en avance que maintenant. Enfin, c'est délirant, en fait. Oui. C'est complètement stupide. Oui, puis tous les 2 ans, ils vont dire oui, vous allez voir, la vague bleue marine. Puis en fait, c'est les mêmes résultats chaque année. En fait, il n'y a aucune évolution. Voilà. Depuis, on va dire, oui, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation à partir du moment où Marine Le Pen arrive au pouvoir au Front National, mais après, ça n'a pas bougé. Après, la question, c'est est-ce que... Depuis bientôt 10 ans, ça ne bouge plus. Oui, c'est-à-dire que là, on a l'impression en fait, d'un parti qui se contente d'une situation de rente sur le mécontentement des Français face à l'immigration, dont le but est de gagner quelques élections pour faire vivre ses élus, de pousser une gueulante s'il faut, mais on a l'impression que la direction n'est pas très intéressée par un travail politique authentique. Quoi. Enfin, c'est dramatique. Ce que Zemmour critique, il a tout à fait raison de le faire d'ailleurs. Ah oui. Mais oui, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est d'ailleurs dans cette logique-là qu'il a participé à la convention de la droite, et où il a prononcé son fameux discours. Le fameux discours qui a choqué. Qui a choqué l'ensemble de la classe des journalopes des merdias. Oui, tout à fait. Des BF merdes. C'est ça. Oui, les journalopes de macarons. Des méchants. Mais qui était particulièrement brillant quand même son discours. Qui était brillant, on peut. Ça scotché. Moi j'ai retenu certaines phrases, oui, je peux vous les dire. Let's go. C'était la question qui se pose à nous est la suivante: les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Oui. Là, auquel c'est un discours, il y a 10 ans, il l'aurait pas tenu. Il y a 10 ans, il l'aurait pas tenu. Non. Il l'aurait pas tenu parce qu'il aurait été toujours dans une logique
au niveau de l'intégration, au niveau soyez digne d'être français, tout ça. Oui, bien sûr. Là, il le dit. De toute façon, on est en phase. On est à 2 doigts d'une crise ethnique grave. Il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'il dit ? Entre vivre et vivre ensemble, il faut choisir. Ouais. Moi, ça mérite d'être. Ce qui fait penser à la phrase de Renaud Camus, entre vivre ensemble, il faut choisir. Oui, en fait, ça, en fait, il l'a repris. Oui, entre vivre ensemble, il faut choisir. Ouais. Ensuite, nos progressistes si brillants nous ont ramenés à la guerre des races et à la guerre des religions. Oui. Oui. C'est vrai que c'est un peu le vieux proverbe, quoi. Les bonnes frontières font les bons amis. Oui. C'est-à-dire que vous voulez pas de violence ethnique en France, faites que les Français soient chez eux, et puis c'est marre en fait. Voilà. C'est pas insolvable comme question, c'est pas délirant. Et il y a une période où c'était comme ça, mais après on s'est dit, bah tiens, ce qui manque à la France, c'est 10 millions d'Algériens. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avant la France, c'était quand même un pays qui produisait pas grand-chose. Ils étaient nuls en même temps. Voilà, c'est-à-dire qu'en termes de culture, économiquement c'était pourrave. Enfin, c'était un pays qui personne connaissait vraiment sur la France. Ouais, on sait pas trop. Les types ils puaient, ils sentaient le vin. Voilà, ça c'est une bande de ploucs alcooliques. Oui. Et puis on s'est dit, tiens, si on rajoute 10 millions d'Algériens, là c'est classe. Et puis sans oublier 5 millions de Maliens. Bah oui, évidemment. Des Roms, parce que voilà. Parce que c'est sympa. Après, Voilà. Folklorique. c'est de la musique. La guitare dans le métro, Voilà, c'est festif aussi. Hein. Joby Joba. Voilà, ça, parce qu'avant on prenait le métro à Paris, bon c'était ennuyeux. On attendait les stations. Ça faisait chier, tu voyais ces connards de Français qui lisaient des bouquins sur les banquettes. Voilà, alors que maintenant c'est stylé. On leur a enlevé les bouquins. Voilà, on a Mimi Mati Rome qui chante des chansons avec un gobelet pour ses enfants. Ou alors on a une sorcière africaine tout à fait. Qui te traverse la religion chrétienne. Oui, bien sûr, parce que alors ça on les a gens. Des femmes araignées aussi. Alors il faut expliquer peut-être parce que à Toulouse effectivement quand on prend le métro et notamment la ligne B à certains moments, il y a notre ami comment on pourrait dire ça La marabout chrétienne. Voilà, c'est ça. Alors voilà, un petit syncrétisme religieux intéressant. Une dame africaine qui vient crier avec force, joie et conviction la nécessité de se convertir, de suivre les enseignements du Seigneur. Abandonner la sorcellerie. Voilà. Oui. Il est le chemin de la vérité. Voilà, et ça dure, c'est interminable. Et puis après, elle descend et elle prend le métro dans l'autre sens et elle fait le même chemin. Enfin, c'est incroyable. Oui, ça, puis dans d'autres villes, il y a la femme araignée. Enfin, c'est aussi une Rome. Voilà, ces jambes se plient dans l'autre sens. Pourquoi elle peut marcher à 4 pattes ? Et donc, avant l'immigration, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Et c'était nul. C'était de la merde. Donc maintenant, on a ça, on a le Selecto, le rail. C'est classe. Ouais. On a les Moi, tournantes et tout. j'adore. Voilà, c'est On a les affrontements entre Booba et Karis, c'est... au métro, Ouais. enfin dans l'aéroport d'Orly. On a des blancs qui font 2m10 mais qui sont épais comme des flûtes à bec. C'est ça, on a... qu'est-ce qu'on a encore ? Oui, on a les jets d'acide au visage des filles qui sortent sans demander l'autorisation. Enfin, Oui. ça, c'est vraiment au cœur de notre identité. Ah non, mais part. moi, franchement, non, mais j'aime bien, j'adore la France black, blanc, beurre, métissée et citoyenne, dans les valeurs de la République. Éco-citoyenne, bien évidemment. Dans les valeurs de la République, hein, toujours. Voilà, puis il faut recycler le CO2 aussi. L'empowerment des minorités, non, mais moi, Bien sûr, j'adhère bien sûr. complètement. Le décolonialisme contre le féminisme blanc et le blanc Oui, triarcat, L'afroféminisme. voilà, qui pratique la misogynie noire, hein, il faut le savoir, et qui n'assume pas le VG choix des racisés, c'est très important. Voilà, donc t'imagines... Parce que ça, il en parle pas, Montaigne, hein. Montesquieu non plus, ils en parlent pas de ça. Non, Et donc c'est pour ça, Rousseau. voilà, même Rousseau n'en parle pas. Voilà, Rousseau, Et donc ouais. c'était un peu de la merde, alors que maintenant on en parle, et Voilà. Et là, le bon sujet bah on est en complet. parle, et on en parle quoi. Donc On en fait, mais on en parle. on en parle. Mais ouais, donc t'imagines qu'il y a tout ça, et il y a un petit gars d'1m55, il arrive, il fait non, vous rentrez chez vous. Ben voyons. Il fait ben voyons, merci monsieur le professeur. C'est-à-dire qu'en fait, il se dresse face à l'histoire de France pourrie Oui, de c'est ces 60 dernières années. Tu vois, il se dresse sur sa liste de bouquins pour être un peu plus grand, avec tu sais, son écharpe, elle est tellement grosse en hiver, on voit plus sa tête. Et là, il fait ok, boomer. Oui, parce qu'il voilà, il a dit ok, boomer. C'était complètement sorti de son contexte, Ok, mais c'est très drôle. boomer. Excellent. On va dire que Zemmour, c'est un boomer d'un point de vue générationnel, Ah oui. d'un point de vue technique, mais dans toutes les idées qu'il défend, c'est l'anti-boomer par excellence. C'est vrai. Oui, mais je pense qu'il Donc le c'est sait. Tant mieux. Et c'est vrai que ce que je trouve aussi sinon assez fascinant chez Zemmour, c'est qu'un peu sur des thématiques très différentes, il arrive presque toujours à humilier son interlocuteur sur le sujet, dans le sujet sur lequel cet interlocuteur-là est censé être spécialisé. Oui. Enfin, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il a intervenu sur même le célibat des prêtres, il a défendu ça avec les tripes comme si ça le concernait.
je sais pas encore sur le transhumanisme tout ça, et autant de sujets complètement divers et variés, pas forcément toujours sur l'immigration, et je trouve ça assez incroyable parce que il finit toujours par quand même briller avec intelligence. Et je sais plus qui, un mec sans intérêt qui avait dit oui c'est très dangereux parce que Zemmour il dit tout ça avec beaucoup d'intelligence, on a l'impression que c'est censé ce qu'il dit, donc voilà. Et du coup non mais c'est vrai, parce que même quand il était passé face à Laurent Alexandre, donc le cartologue en chef, voilà, Laurent Alexandre, le grand cartographe, lui disait ce qui était franchement des banalités sur la question de la technologie et tout, enfin c'était assez pompeux, et Zemmour lui fait non mais vous êtes mignon, mais le discours scientiste on connaît, ça, c'est la libération par le transhumanisme, la libération par le culte de Mars, bof quoi. Oui, non, enfin c'est voilà. Mais c'est vrai, quand il parle d'histoire des religions, il parle d'économie aussi. Même si lui, il admet, il a pas de formation en tant que tel d'économiste, moi il a fait Sciences Po, mais voilà. Enfin, oui, effectivement, c'est toujours intéressant. Moi, ce que je préférais quand il était à On n'est pas couché, parce que je trouve que c'était là qu'il a été le meilleur, ouais. C'est quand il parlait aux artistes. Et à tous les acteurs du monde culturel, du coup les acteurs, les mauvais écrivains, comment il les déglinguait, c'est formidable. Oui, c'est ça, ces salauds là. Salaud on n'a pas le droit d'écrire. Mais c'était assez génial, c'est-à-dire que quand il leur dit non mais c'est quoi, il est face à Annie Lemoine qui a toujours été absolument dénuée de talent, et puis il explique mais votre bouquin c'est un mélange de psychologisme machin etc, et Ruquier qui fait vous n'aimez pas ça, et moi je fais mais bien évidemment je hais ça, c'est un truc de magazine féminin. Et puis en plus il avait du courage, parce que c'est-à-dire qu'il avait comme directeur Ruquier cette espèce de tête de castor, on n'est pas couché, voilà. Et voilà, oui, de toute façon, on n'est pas y à rien foutre. Et puis qui faisait ces jeux de mots pourris d'animateurs de dîner banquet. À la même époque, qui faisait tiens, je vais faire des émissions sur des jeunes humoristes. Cette espèce de bouffon de la culture là, mais moi j'aurais pas pu. Non, c'est vraiment Zemmour ZZ comme on dit, quelqu'un de très patient et de très très bon. Et même si, il y a une autre des raisons, c'est vrai, pour laquelle il pouvait se permettre ce qu'il disait parfois sur On n'est pas couché, c'est aussi parce qu'il était mis en binôme avec Éric Nolot. Oui. Qui passait pour en fait le Zemmour de gauche, qui marche pas du tout, parce que Éric Nolot n'a jamais été vraiment subversif. Bon, il connaissait bien le milieu de la culture, donc des fois il disait des bons trucs, mais c'était jamais politiquement il était naze quoi. Mais en gros c'était un peu la caution de gauche de Zemmour quoi. C'est qu'en fait quand tu regardes Zemmour et Nolot, c'est pas pour Nolot. Enfin, personne ne regarde cette émission pour Nolot. C'est qu'en fait Nolot il est là pour dire des trucs sur Trump est un imbécile, il est pas du tout gentil, et puis il va se faire destituer d'un jour à l'autre. Ça fait 3 ans que ça dure, mais en 2020 il ne repassera pas. Oui, alors que si. Oui. Déjà, non seulement c'est évident qu'il va faire 2 mandats, mais c'est possible aussi qu'il modifie la Constitution pour en faire 10 ou 20 ou voilà. Oui, parce qu'il aime bien. Voilà, il aime bien. Non, non, et puis le siège est cool quoi. Mais voilà. Donc en fait, il faut toujours se coltiner Nolo pour arriver à Zemmour, c'est un peu fatigant. Oui, c'est vrai que ça va avoir cette espèce de poncho, de pancho qui sert à rien à côté de toi là. Oui, alors il a des bons mots, il est assez amusant, etc. Mais enfin politiquement, il est juste pas au niveau en fait. C'est dramatique quoi. Et voilà. Dire, si on parle profondément de niveau politique, on peut aborder peut-être sur un peu la dernière rubrique. C'est parce que bon là on a été un peu, osons-le dire, pas dans le cirage de pompe, mais on a été quand même très, très positif sur Zemmour. Mais dans l'intérêt d'un débat éco-citoyen respectueux. Et laïque. Voilà, et laïque toujours, très important. Bien sûr. On peut parler de peut-être ce avec quoi on n'est pas d'accord dans ce que dit Eric Zemmour. Ouais, je suis pas d'accord. De toute façon, alors après, c'est vrai que c'est ce qu'il avait dit il y a longtemps, parce que j'avais relu Mélancolie française. Moi, quand je l'avais lu la première fois, j'avais bien aimé. Quand je l'ai relu, j'ai fait putain, mais j'aime pas en fait. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il est dans un francisme. Il était dans un francisme qui sentait quand même assez la naphtaline. Ouais. Bon, ça reste Zemmour, on l'aime bien. Hein. Oui, non, mais il y avait toujours cette histoire. Alors bon, l'opposition à l'Angleterre, ça il a raison. La France en tant qu'héritière de Rome et l'Angleterre en tant qu'héritière de Carthage, oui, on est d'accord. Parce que l'Angleterre, on s'en fout. Oui. Mais oui, il était toujours dans ce délire-là, toujours la France contre, c'est ce qu'on avait dit une fois, toujours la France qui se voit comme la meilleure nation de l'Europe, alors qu'on a un peuple qui est quand même à 90% peuplé de castrés. Alors, disons qu'en fait, il était toujours dans un côté franco-français qui faisait beaucoup penser à ce qu'avait pu être un moment le discours du nationalisme français c'était classique. Le nationalisme français, c'était toujours le grand roi et l'empereur. Oui, et puis il y avait toujours le côté... la priorité, c'est de la foutre à l'Allemagne.
en se basant sur nos braves troupes coloniales, quoi. Il y avait encore ce truc-là. Et alors maintenant, il y est plus, et c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que longtemps, on sentait qu'il y avait un peu ce truc-là. Et dans Mélancolie française, c'était très présent, quoi. Puis genre, c'était limite, les autres nations germaniques, italiennes, espagnoles, racialistes, qui foutent les mecs dehors, alors que la France... intégrationniste, les gens, si vous êtes français, soyez digne de l'être, enfin des trucs comme ça. Oui. Après, je pense que... il a changé. Mais ça, il a changé, mais... Il est toujours un peu dans l'intégration, je trouve. Bah après, forcément, parce que... lui-même, pas non plus, bon. Je pense que c'est lié à son histoire personnelle. Voilà, tu peux pas lui demander d'aller beaucoup plus loin. Enfin, il fait déjà le boulot, faut pas non plus... il fait le café, on est d'accord. Mais un truc, par contre, où on voit qu'il est encore dans une tradition qui n'est plus tout à fait, à mon avis, celle qui va prédominer dans les années qui viennent, c'est qu'il est très jacobin. Il est jacobin. C'est-à-dire qu'il appartient, comme on l'a dit, à la tradition du gaulo-bonapartisme. Et pour eux, en fait, la France, il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de région, il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas d'Europe. Voilà, il y a la nation française, vous êtes tous français et rien d'autre. Et ça, c'est un truc, il en démord pas, quoi. Non. Il est vraiment dans ce jacobinisme de droite, c'est-à-dire que quand il dit « Ah oui, mais c'est très bien que la République ait interdit les patois à l'école, les gens étaient très contents, ça leur permettait de s'intégrer. » Déjà, les gens étaient peut-être contents, c'était pas forcément une bonne raison de l'être. Moi, j'étais pas content déjà. Et puis il y en a beaucoup qui n'étaient pas. Et puis aujourd'hui, tu vois les dégâts, quoi. Parce que le fait de ne plus définir la France par ses régions, par ses patries, c'est-à-dire que n'importe qui peut être français. Alors que non, oui, un Breton, un Gascon, un Stéphanois, un je sais pas quoi, tout ça peut être français. Un Malien, c'est plus dur. Un Malien, non, c'est... Voilà, c'est plus compliqué, quoi. C'est un peu raide. Voilà. Et pareil, le fait qu'il ne soit pas du tout, à raisonner en termes d'identité européenne, ça fait que pour lui, on est encore dans un euroscepticisme frontal. C'est en gros, l'Europe c'est pourri, il faut en sortir. On reprend notre monnaie nationale, on fait la guerre économique à l'Allemagne, on gagne. Et puis quoi, en fait. Voilà, prends ça, Merkel. Voilà. C'est vrai que c'est plus facile pour les extra-européens de les définir comme français. En revanche, on entend rarement à la télé dire qu'ils sont européens ou qu'ils sont bretons. Voilà. Là, ça paraît plus absurde, alors qu'en soi, j'ai envie de dire, tu peux pas être français sans être européen, sans être breton, donc ils peuvent pas être l'un sans être les trois. Donc s'ils sont que l'un et pas les trois, ils sont aucun. Enfin, voilà, non mais tout à fait. Mais ils ont essayé, maintenant il y a un terme qu'on voit apparaître des fois dans les médias et tout, c'est afro-européen. Oui. Ils essaient de faire le même truc avec afro-américain, donc c'est afro-européen. D'accord. Donc là on comprend plus rien. Bon, c'est Yannick Noah, quoi. On se met en slip et puis on chante de la variété. C'est vrai qu'il est breton. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il est à moitié breton, donc. Oui. Je suis à moitié breton. Voilà, oui, mais on sent bien le Kunyaman, la cornemuse. On sent Trian, on sent qu'il aime bien se promener sur les plages de l'Orient, quoi. Oui, tout à fait, c'est son identité, j'ai envie de dire. Mais Saga Africa est une chanson bretonne. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis africain? Je suis à moitié breton. Écoute, de toute façon, depuis Hakim le fils du forgeron, la Bretagne... Écoute, ça s'écrit Hakim comme en breton, et donc ça n'a rien à voir. Non, oui, Mano, bien évidemment, Mano. Mais voilà, donc comme ça, il y a encore un peu ce tropisme-là chez Zemmour, le côté... du francisme. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a... Alors c'est vrai, son argument, c'est toujours de dire, en fait, il n'y a pas de nation européenne. Parce qu'en fait, lui, sa conception de la nation, c'est la conception, en gros, de l'État-nation. C'est-à-dire, en gros, la nation, c'est l'organisation centralisée où tout le monde a la même identité. Et c'est sur ce point où il a tort. Disons qu'il n'y a pas de nation européenne au sens où lui l'entend, mais il y a des nations européennes qui constituent une civilisation. Oui. Donc ça suffit pour considérer que l'Europe en tant qu'objet politique a un sens, en fait. Oui, là-dessus, oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'UE qui légifère sur la longueur des concombres ou qui fasse l'Eurovision. Mais il y a peut-être l'idée à l'avenir d'un projet européen qui n'est pas dénué de sens, quoi. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour la diplomatie, des choses comme ça. On est d'accord. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose. Ouais, il en démord pas. Il en démord pas. Et c'est un peu dommage parce que. Zemmour serait-il arrivé à ses limites? Pour moi, c'est générationnel là pour le coup. Oui, je pense. C'est-à-dire que je pense que dans les décennies qui viennent, il y a parmi les jeunes Français, les jeunes Européens, face aux défis notamment migratoires et identitaires, il y a des cohortes de gens qui vont se dire qu'ils ont plus en commun avec les Danois alors qu'ils parlent pas leur langue qu'avec un Sénégalais francophone. Oui. Et ça change un peu la donne quand même. Notamment quand on est français et qu'on a gobé tout le truc républicain. Et je pense que générationnellement, ça, Zemmour ne le voit pas parce que lui, c'est pas cette époque-là aussi. Il a grandi, on va dire, entre guillemets, à la grande époque de la 5ème République. Oui. Qui était en fait ni plus ni moins un remake du Premier Empire, qui était un remake du siècle de Louis XIV. Oui, non, mais c'est vrai. Et donc il y a toujours cette idée que la France pourrait être une grande puissance toute seule quand même. Alors que non, non. C'est un peu dur.
c'est un peu dur. Bah, Surtout qu'on a toujours essayé, ça n'a jamais marché. Alors... Bah, on a été puissant. Oui, mais ça a toujours été du temporaire. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pareil pour tout le monde, tu vois. T'as pas de puissance éternelle non plus. Les Américains, ils ont été très puissants. Oui, pardon. Non, mais oui, l'Imperium. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, pendant 10 ans, on est puissant, puis après pendant. Oh, ça a été plus long quand même. Pendant Louis XIV, ça a été plus long. C'est tout son règne, en gros, c'était de ce point de vue-là, c'était pas mal. La critique que je vois, c'est pas tellement celle-là, c'est que la donne a tellement changé qu'aujourd'hui, tout seul, qu'est-ce qu'on fait, quoi 65 millions d'habitants, dont un paquet qui devrait pas être là, oui. Dont un paquet qui vont mourir dans les années qui viennent. Oui, ça c'est pas mal. Nos amis les boomers. Bon, ça va faire baisser le prix de l'immobilier, certes, mais du coup, on va être combien? Enfin, on avait fait le calcul, on sera en gros 40 millions. Entre 37 et 40 millions, en fait, les chiffres de la population française en 1914. Ouais, c'est ça. Mais moi j'aime bien, je suis d'accord. T'enlèves les boomers et les immigrés, bon, on est 40 millions. On dit, voilà, bord de rouge, c'est la campagne. Ah oui, là. Et après, Porte d'Orléans à Paris, bah, c'est la campagne aussi. Ah oui, là, c'est la Cambrousse. Hein. Non, mais c'est la libération. Moi, quand j'imagine ça, je me dis, mais ce serait génial. Mais du coup, voilà, on ne gère pas l'univers entier avec 40 millions d'hommes. Non, on peut Donc, pas. J'aurais pas envie. Oui, non. Mais voilà, mais bref. Donc tout ça pour dire, au terme de notre émission, que nous, bon, bien évidemment, je pense que si vous n'êtes pas idiot, vous avez compris, on soutient ce que fait Éric Zemmour. Les persécutions dont il fait l'objet sont scandaleuses, évidemment. Après, voilà, c'est quelqu'un qui mérite... c'est quand même quelqu'un qui mérite notre gratitude, parce que, comme on le disait, s'il n'y avait pas lui, c'était un peu vide quand même. Il n'y en aurait pas beaucoup d'autres. En fait, c'est même pas on dit pas beaucoup, mais voilà, il n'y en aurait pas d'autres en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est lui plutôt qui a inspiré des vocations, plutôt que l'inverse, quoi, parce que, heureusement qu'il est là quand même. Donc après, évidemment, un jour, il faudra faire la relève, parce que il ne va pas vivre jusqu'à 300 ans. Non. Mais heureusement qu'il est là. Voilà. Ah oui, alors peut-être un dernier truc, parce qu'on entend souvent des critiques sur Zemmour à la con, du style... en fait, on va finir là-dessus, je pense. Les critiques vraiment débiles dont Zemmour fait l'objet, c'est-à-dire... Oui, en fait, on entend beaucoup les mecs, les Soraliens, les mecs de R dire ça. Oui. Le sionisme. Voilà, en fait, il est sioniste. Parce que c'est un juif séparade. Hein. C'est-à-dire que voilà, donc en gros, c'est un juif qui pousse les Européens et leurs braves amis musulmans à la guerre civile, dans une logique de choc des civilisations. De la prospérité pour Israël. Voilà, et pour l'axe américano-sioniste et le nouvel ordre mondial. Alors il faut parler de cette critique parce qu'on la lit, même si c'est une bêtise sans limite. Premièrement, Zemmour n'a déjà, elle est basée sur rien. C'est-à-dire qu'en fait, Zemmour... elle est basée en fait juste sur le fait qu'il soit juif. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Zemmour n'a jamais parlé de la question du sionisme. Non, il s'en fout. C'est pas sa thématique. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il en a parlé, c'était à Radio Courtoisie où il présentait le suicide français. Et il y a un auditeur qui lui demandait la question vraiment à la con, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du conflit israélo-palestinien? Ça fait 70 ans que ça dure, le mec, ça donne une réponse en 5 minutes. Et donc Zemmour lui fait c'est un peu la merde, chacun des deux côtés est assez légitime de combattre en fait. Et en fait, ce qu'il sous-entendait, c'était que leur interdire de se faire la guerre, c'était interdire la résolution du conflit. Oui. Bon. Mais en gros, c'est tout ce qu'il a dit, il a pas pris parti ni rien. Non, il a jamais pris parti. C'est-à-dire que même s'il a un parti pris, il n'en parle jamais, il se situe pas dans une optique je suis un Israélien qui vit en France ou quoi, donc c'est une critique qui n'a absolument pas lieu d'être. Et après on nous dit oui, parce qu'en fait il veut la guerre civile. Alors déjà, une guerre contre un envahisseur, c'est pas une guerre civile. Déjà. Et en disant oui, nos braves alliés musulmans contre l'Empire américain. Alors le délire de s'appuyer sur l'islam pour tuer l'Amérique, moi j'y crois moyennement. Hein. C'est se filer le sida pour se guérir du rhume, quoi. C'est moyen, c'est pas top. Non, ça marchera pas. Voilà, parce que voilà, nous on est un peu plus dans les catégories peut-être de Guillaume Fay. Les États-Unis adversaires éternels et puis l'islam ennemi existentiel, quoi. Oui. C'est pas la même chose. Mais donc c'est typiquement une critique qui n'a aucun sens. Quand on dit oui, vous poussez à la guerre civile parce que vous stigmatisez les minorités et du coup en fait ils se sentent c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que les mecs en fait c'est vraiment pas leur faute. Les musulmans partout ils foutent les pieds en Europe, ils sont détestés partout, mais c'est la faute des islamophobes. Mais ils sont pour rien. Mais c'est incroyable. Et puis cette idée qu'en gros si on parlait pas du sujet, tout se passerait bien. Ce qui est débile parce que dans les années 70-80 justement on n'en parlait pas et déjà ça commençait à déconner sévère. C'est déjà la merde. Et voilà, donc c'est complètement débile. C'est quand même à l'époque la campagne présidentielle de 2002 qui était notable parce qu'on a beaucoup parlé d'insécurité, justement ce qui avait été remarqué, avant on n'en parlait pas et c'était déjà la merde qui justement a conduit à cette campagne. Bah oui. Donc l'idée les attentats islamistes en France, ça date pas de Daesh.
Bah non. C'est vieux de 40, 50 ans. Bah en fait, ça dépend du point de départ qu'on prend, effectivement, mais on peut se souvenir des attentats de Kamet Kelkal dans le métro parisien en 95. Il n'y avait pas eu encore Jean-Marie Le Pen du deuxième tour, quoi. Donc non. Et puis voilà, les islamistes n'ont pas attendu le Front National pour dire bah tiens, on va faire des attentats maintenant. Oui, non. S'il y a des islamophobes, tu vas voir qu'un jour on va nous dire oui, mais c'est bien, s'il y a des attentats, c'est contre les islamophobes. Et tu fais, non, il faut arrêter. Non, j'en ai marre là. C'est un peu dur. La fumette républicaine, ça va quoi. Non mais voilà, c'est du délire intégral. Enfin, ça fait partie des conneries qu'on dit quoi. Oui, et puis aussi le fait que voilà, c'est l'épouvantail du système, que du coup il représente les idées à abattre, mais que voilà, on lui donne une grosse audience, donc du coup tout le monde lui tape dessus, et du coup ces idées-là sont ridiculisées, et donc on a. Enfin, oui, puis c'est un truc comme ça aussi. Oui, puis c'est typique d'un certain milieu. Ou qui vont dire, ouais, bah, de toute façon, Zemmour, de toute façon, il est juif, on peut pas lui faire confiance. Puis tu sais, mais c'est vraiment, c'est-à-dire que taper sur un type qui, il faut le dire, même si on n'est pas d'accord à 100% avec lui, mais qui est brillant, tout ça pour mieux ne rien faire. Oui. Darius, tu fais le jeu du sionisme. Oui. Oui. Bah, nous sommes financés par Israël. C'est un empire financial. Oui. Non, mais Radio Likoud. Mais bref. Mais oui, c'est complètement idiot, c'est-à-dire que, en gros, l'excuse, c'est de dire, en gros, il y a... Enfin, c'est idiot, parce qu'il défend jamais... Non, mais c'est complètement con. Il défend jamais les juifs en tant que tels, il dit toujours des trucs comme, par exemple, l'immigration fait qu'on peut plus avoir des enfants dans les écoles, des enfants juifs dans les écoles en Seine-Saint-Denis. Factuellement, c'est vrai. Ça veut pas dire que quand on dit ça, on s'en fout complètement de ce qui arrive aux Français, sous prétexte que ça arrive aussi aux juifs français. Enfin... Alors il y a des gens, on sent que c'est un peu ça, genre à Goldnadel, il y a ce côté-là pour le coup. Oui, c'est pas une critique qui est complètement. On sent qu'il est là-dedans. C'est-à-dire que toutes ces thématiques, il s'en foutait complètement avant qu'en gros les gamins juifs se fassent victimes à Saint-Denis, quoi. On est d'accord. Zemmour, il a pas attendu, quoi. Non. Voilà, donc c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment une critique qui n'a pas lieu d'être. Et puis on dit oui, mais. Si on parle d'immigration, c'est pour parler des vrais sujets. Donc ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure sur l'UPR et tout. C'est oui, débile, puis de toute façon, tant qu'on sera pas sorti de l'Union Européenne, on pourra jamais régler le problème de l'immigration. Non, mais c'est stupide. C'est-à-dire que déjà, les Anglais qui étaient pas vraiment dans l'UE, parce qu'ils étaient même pas dans la zone euro, pas dans Schengen. Non, mais ils arrivent pas à en sortir. Oui, ça fait bientôt 5 ans que ça dure. Et puis, fous les pieds dans une ville anglaise, non, mais c'est l'horreur. Hein. Et puis surtout que les Brexiters. Ils sont pour réduire l'immigration polonaise, mais pour avoir plus de Pakistanais. Voilà, plus de Pakistanais, plus d'Indiens, mais le truc, enfin, c'est vraiment un peuple qui mérite de disparaître, quoi. C'est triste à dire, mais bon, déjà, je pense qu'ils ont déjà disparu, ils le savent pas encore. Oui. Même si c'était pas le cas, enfin, ils méritent un peu parce que, enfin, ils ont vraiment aucun sursaut de grandeur, de dire merde. Ils ont eu Tommy Robinson, mais bon, un mec, ça suffit pas, quoi. Oui, et puis ils l'ont foutu en tôle de toute façon. Alors, oui, parce que le mec a pris en photo, c'était quoi, des violeurs d'enfants ou des djihadistes, pakistanais, un truc comme ça, djihadistes. Donc c'est vrai qu'il méritait de finir en prison quelque part. Voilà, quelque part il mérite l'accord. Voilà, donc parce que bon, ils ont violé des enfants, mais les enfants l'avaient bien cherché. Alors que lui a pris des photos, donc c'est vrai que bon. Voilà, l'appareil photo jetable, ça coûte cher. Voilà le Kodak. Hein. Mais enfin voilà, mais donc l'idée du souverainisme anti-identitaire, c'est débile, quoi. Non, ça c'est vraiment une force politique qu'il faut abattre, parce que effectivement, idéalement, tu veux un État souverain qui a les mains libres d'agir pour protéger son peuple. Mais s'il n'y a plus de peuple à protéger, ça sert à rien. De toute façon, il y a deux choses à abattre à droite, c'est le souverainisme anti-identitaire et le libéralisme bourgeois. Ceux qui vont dire « Oh, je me dirai jamais avec ces ploucs du Front National !» Oui, parce que voilà, j'ai pas envie de... Voilà, moi je mange pas mes frites avec les mains. Moi j'ai couvert. Non mais typiquement c'est... Oui, avec les je me lierai pas avec les tuches. Oh non, mais ça c'est vraiment horrible. Hein. Et pour le coup, il fait un bon équilibre entre les deux, Zemmour, pour le coup. Parce qu'il n'est pas... C'est quelqu'un qui vient du souverainisme, hein, il est gaulliste et tout, anti-Maastricht. Mais il s'est un peu élevé à la question identitaire. Et sur la question économique, alors c'est intéressant parce qu'il vient plutôt de la droite gaulliste sociale, mais il trouve un certain équilibre. Alors ça veut pas dire qu'il est libertarien ou quoi, hein. Mais c'est assez bien de pas fixer sur ces sujets de gogol. C'est vrai qu'on se fait envahir, mais bon, augmenter les taxes d'un point, bon, je vais voter Fillon. Non, quoi. Non, on va me critiquer à la sortie de la messe si j'ai voté pour Marine. Donc je préfère que mon pays disparaisse. Marie-Angélique a vu. Non, je veux pas de fiancée avec toi. Tu as voté pour une fasciste. Elle n'est même pas catholique. Elle n'est même pas mariée. Elle est divorcée. Non mais c'est bon, on est d'accord. On n'a jamais dit qu'on était fan de la Rombière en plus. Oui, alors nous en plus, nous. La mère Le Pen. La mère Le Pen.
La mère Le Pen, elle a perdu son chat. Bref. Elle a perdu Louis Alliot. Oh, C'était bon. Louis Alliot, le jeune petit Toulousain. Oui, parce qu'il était prof de droit à la fac de Toulouse. Oui. Ouais. Louis Alliot, c'est notre identité. C'est un peu notre Rice à nous. C'est un C'est peu, un tu peu vois, le cochon la salle. c'est l'alliance. C'est l'alliance des haricots tarbés et puis de la saucisse toulousaine. C'est ça. C'est vraiment. C'est la fusion française. C'est le cassoulet. Le cassoulet. C'est l'identité, quoi. C'est la France. C'est pas Becteur, hein. Voilà. Bon, du coup, on s'approche quasiment des 55 minutes, donc il faut abréger. Go Zemmour. Si vous voulez du bon contenu pro Zemmour, vous avez une chaîne YouTube qui poste tout ce qu'il fait, qui s'appelle Dissident Officiel, où la photo de profil, bon, c'est subtil, c'est Charles Maurras. Donc il s'est creusé la soupière, mais bon, c'est du bon boulot, donc en fait il upload tous les passages télé de Zemmour, donc c'est intéressant. C'est ça. Il y a le site de Zemmour où de toute façon il y a tous ces... soit c'est en texte, soit en vidéo, tout ce qu'il a fait. Voilà, et il y a aussi sur Facebook le Nurshi d'Éric Zemmour, Qui est très drôle. Qui est très très bien, avec beaucoup de talent, beaucoup de créativité pour le coup. Voilà. Donc, comme on l'avait dit en début d'épisode, c'est le dernier épisode sur ce format-là qu'on fait. Et à partir du prochain épisode, on vous parlera de livres et des thématiques qui y sont associées. On n'a pas tout à fait décidé le premier bouquin, mais bon, de toute façon, on vous le dira. Tu verras. Voilà, tu verras. Et sur ce, vous pouvez, comme d'habitude, nous faire vos remarques à thermopile@protonmail.com. On est sur Twitter, on est sur YouTube et Facebook. Et voilà, vous pouvez liker, essayer de suivre ce qu'on fait. Et promis, on va essayer d'avoir un meilleur rythme de diffusion, mais ça devrait être plus facile un truc mensuel que se forcer un truc hebdomadaire qu'on peut pas tenir, quoi. Voilà. Il y en a qui bossent. Voilà, il y en a qui viennent de la gauche. Non, c'est pas, voilà, bref. Donc sur ce, à la prochaine, au prochain épisode, quoi. Voilà. Allez, au revoir. À la prochaine.